Eh bien, écoutez, merci beaucoup d'être venus aussi nombreuses et aussi nombreux pour cette dernière ligne droite du 37e Forum Philo Le Monde Le Mans. On est ravis de vous accueillir ici à nouveau aux Saunières. Je remercie beaucoup nos trois intervenants de cet après-midi, Aurélie Filippetti, François Ruffin et François-Xavier Bellamy, d'être présents. C'est pas évident de débarquer comme ça dans ce forum philo. Ça fait maintenant près de 3 jours qu'on discute, qu'on rôde comme ça autour de cette notion d'espoir ou d'espérance. On a eu plein d'interventions très différentes, beaucoup de réflexions, beaucoup d'émotions aussi. On a pas mal rigolé, c'était bien tout au long de ces journées. C'était de la réflexion, c'était de l'émotion, c'était aussi beaucoup de témoignages. On a eu également vendredi avec pas mal de lycéens. Et vous vous souvenez qu'il y avait notamment ce lycéen qui s'est adressé à Sophie Nordman. Il avait une cravate d'ailleurs, ce lycéen. Et il a dit... Voilà, madame, vous avez affirmé qu'on ne pouvait pas vraiment espérer être un être humain sans espérance ou sans espérer. Mais qu'est-ce qui se passe quand on rentre en dépression, quand on rentre dans une profonde dépression? Est-ce que ça veut dire qu'on n'est plus vraiment un être humain? Et il y a eu beaucoup d'interventions et de témoignages sur plein de sujets différents. De la musique, on a parlé de danse, et puis la politique a surgi de temps en temps. Et pas toujours de la meilleure manière. C'est-à-dire que vous êtes habitué à ce que vous êtes habitué à. C'est pas que toujours des mots gentils. Et il y a un jeune homme alors qui est intervenu en disant mais est-ce qu'on peut encore espérer après toutes ces espérances déçues? Un homme aussi dans la salle au fond, je me souviens, qui a dit mais à partir du moment où les politiques mentent tellement, est-ce qu'on ne perd pas toute confiance dans la parole en général? Et puis, je me souviens aussi d'une personne qui était par là-bas, je crois vers la droite, et qui a dit, mais il y a un éléphant dans la salle. Il y a un éléphant dans la salle, c'est la politique, c'est les politiques, c'est notre problème avec les politiques. Est-ce qu'il y a encore un quelconque rapport entre la question politique, le monde politique tel qu'il est, et l'espérance telle qu'on en parle depuis le début? Donc c'est ça qu'on avait envie de faire avec vous maintenant, c'est d'essayer de récupérer de ce lien qui n'était pas évident pendant ces 3 journées, parce qu'à chaque fois qu'on parlait politique, c'était comme si c'était une scène qui avait été désertée par l'espoir ou l'espérance. Et pour juste définir les choses, Sophie Nordman a dit très bien que l'espérance, c'était pas fuir le réel, que c'était pas du tout rêver dans l'abstraction, etc., que c'était pas du tout renoncer à agir, c'était simplement essayer d'ouvrir au présent une brèche, ce qu'elle a appelé la brèche du peut-être. Elle a parlé d'une fugue du peut-être aussi, et donc d'ouvrir au présent la possibilité d'autre chose, la possibilité d'un autre monde, même par des petits gestes, et donc d'ouvrir la possibilité de quelque chose qui ne serait pas le simple prolongement du monde tel qu'il est, du présent tel qu'il est, du cours ordinaire des choses. Et donc c'est la question qu'on voulait vous poser. Comment faites-vous, comment est-ce qu'on peut encore connecter cette espérance-là, la brancher sur le monde politique tel qu'il est? François-Xavier Bellamy, peut-être je me tourne vers vous en premier. J'ai un livre là de Georges Bernanos, annoté de 1000 manières, et on l'a cité plusieurs fois pendant ce forum. Bernanos n'était pas toujours tendre avec les politiques, avec la réelle politique des politiques, avec le monde politique tel qu'il était déjà à son époque. Déjà, il leur reprochait beaucoup de compromis, de compromissions. Il n'avait pas l'impression que c'était un monde saturé par l'espérance, tel que lui, il la concevait. Il concevait l'espérance comme un désespoir surmonté et comme un risque à courir. Est-ce qu'en politique aujourd'hui, il y a même simplement la possibilité de se tenir sur cette scène qu'on appelle l'espérance ou l'espoir? D'après vous, vous qui avez écrit un livre entier qui s'appelle Espérer. C'est pour ça que je m'adresse à vous en premier. Merci beaucoup. D'abord, merci pour votre invitation. C'est une grande chance de pouvoir partager cette conversation aujourd'hui. Et c'est, je pense, une grande chance que vous nous permettiez de réfléchir sur l'espérance, parce que on a vraiment besoin de retrouver l'espérance, mais il me semble qu'on ne peut la retrouver que si on la prend pour ce qu'elle est vraiment. Et vous citiez Bernanos. Bernanos fait aussi une distinction qui me paraît absolument déterminante, en disant que l'espérance n'a rien à voir avec l'optimisme. Et que c'est même d'une certaine manière le contraire. L'optimisme, c'est l'attitude d'esprit qui consiste à dire que quoi qu'il arrive, tout va très bien se terminer. Ça va bien se finir. Et de ce point de vue-là, l'optimisme, en fait, est une manière, et c'est là la connexion avec la politique, l'optimisme est une manière de s'exonérer de la responsabilité d'agir. Parce que si vous êtes optimiste, vous pensez que quoi qu'il arrive, tout finira bien. Pourquoi faudrait-il se fatiguer? Pourquoi faudrait-il s'engager? Pourquoi se risquer, par exemple, à la politique? Dans tous les cas,
l'optimisme est une manière d'irresponsabilité. Et le pessimisme aussi d'ailleurs. Le pessimisme qui consiste à dire que c'est foutu, tout est perdu. Dans les deux cas, que vous soyez certain par avance que vous partiez du principe que tout se terminera bien ou que vous partiez du principe que tout se terminera mal, vous êtes en fait en train de justifier la possibilité de l'inaction. C'est pour ça que Bernanos décrit l'optimisme comme une forme d'égoïsme qui ne dit pas son nom. La plus haute forme de l'espérance, c'est le désespoir surmonté. C'est cette formule que vous évoquiez. Elle dit en fait que, j'aime beaucoup le titre que vous avez donné à ce forum, « Espérer malgré tout ». Qu'en fait, on ne peut espérer que quand c'est malgré tout. C'est précisément quand il n'y a pas de raison d'être optimiste que l'espérance trouve son lieu, que cette scène de l'espérance se rouvre. Au moment où on n'a pas de raison d'être optimiste, alors on a besoin d'espérance. C'est pas quand vous allez bien, que vos affaires prospèrent, que ceux que vous aimez sont autour de vous. C'est pas quand tout va bien dans votre vie que vous avez besoin d'espérance. C'est quand vous éprouvez la maladie, la souffrance, la difficulté, la solitude. C'est dans ces moments-là qu'on a besoin d'espérance. Eh bien, il me semble que pour notre pays aujourd'hui, nous vivons d'une certaine façon un très bon moment pour l'espérance. Précisément. Mais c'est exactement ça. Vous voyez, on rit et vous avez raison de le dire. Le rire est la marque de ce forum. Mais c'est justement parce qu'il y a le malgré tout que l'espérance trouve son lieu. Si on n'avait pas de raison de s'inquiéter, on n'aurait pas besoin d'espérer. Et aujourd'hui, on a effectivement beaucoup de raisons de s'inquiéter, on a beaucoup de raisons de se préoccuper pour l'avenir de notre pays, pour l'avenir de notre démocratie. Je pense que personne ici n'irait pousser le déni de réalité jusqu'à tenter de vous prouver que tout va bien et que tout va pour le mieux et que ça n'a jamais été aussi bien. Mais le fait est que c'est justement maintenant qu'on a besoin de l'espérance, pas comme une sorte d'optimisme béat qui consiste à dire quoi qu'il arrive, la suite se passera pour le mieux, mais au contraire comme une obligation d'agir. L'espérance est une disposition à agir. C'est une manière. C'est très beau ce que vous disiez sur le fait d'ouvrir une brèche, mais ouvrir une brèche, c'est un combat. C'est déjà le début de la bataille de commencer d'ouvrir la brèche. Et se battre pour le bien que l'on voudrait voir advenir quand, d'un point de vue purement rationnel, il semble qu'il soit impossible, c'est probablement cela qu'on appelle l'espérance et c'est peut-être ce qui peut aujourd'hui donner un sens à l'engagement politique. J'ai même pas dit que vous étiez vice-président des Républicains et on avait complètement zappé tout ça. Là vous allez aggraver peut-être le désespoir, donc je voudrais surtout pas... D'où votre raison d'être d'espérer. Et puis également des députés européens. D'espérer. Voilà. Aurélie Filippetti, donc on vous connaît, vous avez été député de la Moselle, ministre de la Culture, vous avez rejoint, je crois, Place Publique, le mouvement de Raphaël Glucksmann. Vous-même, vous êtes l'héritière de toute une tradition ancrée dans le mouvement ouvrier, dans un monde de mineurs, antifascistes, communistes, résistants. Ce jeune homme qui disait comment on fait pour espérer après tant d'espérances déçues? Est-ce que vous avez hérité de ces espérances déçues et comment vous trouvez le moyen, sur cette scène politique à nouveau, de reconstruire quelque chose comme une espérance pour maintenant? Ah, vous n'avez pas de... Il y a deux micros. Bonjour à toutes et à tous. Alors, peut-être en contrepoint, on peut aussi faire une critique de l'espérance. C'est-à-dire que l'espoir est aussi une forme d'aliénation. Si on n'est que dans l'avenir, que dans le futur, que dans l'utopie, que dans nos rêves en fait. On peut considérer que finalement c'est comme une drogue qui va nous permettre d'accepter l'inacceptable du présent, ici et maintenant. Et qu'à force de trop se projeter dans l'espérance, on oublie ce qui est l'impérieuse nécessité de l'action aujourd'hui. Et c'est une critique finalement assez camusienne, puisque Camus disait voilà, il faut tordre le cou à l'espérance, mais ça ne signifie pas sombrer dans le désespoir. Mais c'est vrai que pour la gauche, pour le progressisme,
il y a une critique marxiste de l'espérance qui est exactement celle-là. C'est que, à force de considérer que finalement demain ça ira mieux, on est dans une vision qui est plus religieuse, plus téléologique que politique. Et la politique, c'est l'action, c'est maintenant, c'est prendre en compte les réalités et les affronter. Donc ça, c'est la critique, je dirais, fondamentale de l'espérance. Et une fois qu'on a dit ça, ça ne suffit pas. Parce que espérer, pour moi, c'est pas seulement une question individuelle. C'est forcément une nécessité collective. On n'est pas des citoyens coupés de la réalité sociale dans laquelle on vit. Et il y a une phrase de Théodore Adorno qui est pour moi extrêmement importante, qui dit « On ne peut pas, il n'y a pas de vie juste dans un monde faux. On ne peut pas être heureux individuellement si le monde autour de nous va mal, si le monde autour de nous est fou, si le monde autour de nous sombre dans le technofascisme ou dans ses menaces. » Donc il y a une impérieuse nécessité de transformer, d'agir pour transformer ce monde. Et il y a une manière de réhabiliter, de manière progressiste, l'espérance, c'est bien de considérer que ce n'est pas une projection dans l'avenir, mais c'est ce qui va aider à agir aujourd'hui. C'est comme un petit moteur, un petit aiguillon. C'est-à-dire qu'on a besoin de ça pour déterminer, pour inventer aujourd'hui ce que l'on peut faire ensemble. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Quand j'entends aujourd'hui des gens qui, par rapport à la situation politique, puisque c'est quand même la table ronde un peu politique, vous l'avez dit, par exemple, sont sombres dans une sorte de fatalisme. Ah oui, on y va, la France va tomber dans l'extrême droite. Le Rassemblement national va gagner les prochaines élections, etc. Et presque on ne peut rien y faire. Non, on peut beaucoup y faire, on peut tout y faire. Et on doit le faire. C'est une exigence morale, une exigence éthique, une exigence politique. Et donc l'exigence, c'est aussi celle de ne pas sombrer dans ce fatalisme. Si Brecht a écrit « La résistible ascension d'Arturo Ui », c'est parce qu'il voulait insister sur résistible et sur tout ce que l'on pouvait, ou on aurait pu faire pour empêcher cette ascension, eh bien, de le mener réellement au pouvoir. Donc il y a encore beaucoup à faire aujourd'hui pour empêcher ça. Il y a beaucoup à faire aujourd'hui, chacun et chacune dans nos vies individuelles, mais aussi collectives, en nous nourrissant d'une espérance, effectivement, mais pour qu'elle soit un moteur pour l'action. On n'a que 2 micros, c'était pas du tout attendu, mais c'est aussi le forum, on rigole beaucoup, mais c'est aussi un artisanat, ce qui est très sympathique. Vous savez, François Ruffin, je me tourne vers vous. Aurélie Filippetti faisait allusion, puis de toute façon, quand on parlait de Bernanos, c'était un peu le même sujet. Là aussi, on en a beaucoup parlé, le fait que la question de l'espérance, ou de l'espoir, elle est toujours gorgée de théologie, et il y a tout ce rapport à la religion, etc. Et je me suis souvenu, non seulement vous avez fait, vous, un petit livre avec l'évêque d'Amiens, mais que ce livre que j'aime beaucoup, qui s'appelle « Plaidoyer pour une utopie ecclésiaste », c'est le sens du marketing des éditions Labor et Fides, qui sont prêts à tout pour vendre leurs livres. « Plaidoyer pour l'utopie ecclésiale », c'est un livre de Paul Ricoeur, et c'est un livre qui donne, où ils ont publié des conférences de Paul Ricoeur à Amiens, en 67, dans le temple, je crois, à Amiens. Et c'est très intéressant parce que c'est une époque où, dans la salle, il s'adressait à des communistes, à des protestants, à des catholiques, à des gens très différents, mais qui tous avaient cette espèce de récit commun, un certain rapport à l'espérance, en tant que l'espérance, c'est viser plus et demander plus. Et Ricoeur a cette formule, en s'adressant donc à vraiment des gens très différents de gauche, et pas que de gauche, et de religieux ou pas religieux. Il disait « Visez plus, demandez plus, c'est cela l'espoir. Il attend toujours plus que l'effectuable. Nous sommes dépositaires du surplus de l'espoir sur la prospective. » Est-ce qu'un des problèmes justement de la politique aujourd'hui, c'est qu'elle se réduit beaucoup à la prospective, à la prévision, au sondage, etc. Et que quand on essaie de viser plus et de demander plus, tout de suite, on a tendance à se casser le nez. Bon. D'abord, merci à vous
pour votre invitation. Et puis, puisque tu as dit que c'était un artisanat, je vais tutoyer, hein, excuse-moi, mais puisque tu as dit que c'était un artisanat, merci à tous les artisans qui font que quand il y a des lumières comme ça, que la sono elle fonctionne, que les chaises sont installées, ça se fait pas par la main invisible de Menu Marché, ça ne se fait pas non plus par la grâce de la Prévidence, ça se fait parce qu'il y a des salariés et bénévoles qui ont mis ce travail en commun pour qu'on ait ce moment. Donc un grand merci à vous toutes et à vous tous. Ensuite, ça me fait un peu bizarre de parler ici d'espérance avec toi. Je dis toi parce qu'il y a une dizaine d'années, quand tu as publié Un silence religieux, la gauche face au djihadisme, je suis venu te voir en te disant, pour Fakir, j'ai pas envie de parler du djihadisme, j'ai même pas trop envie de parler de la gauche, mais j'ai envie de parler du thème qui en fond sous-tendait, je trouvais, ton livre, qui était la question de l'espérance. Avec ce sentiment qui traversait les jeunes dont tu racontais un peu le récit, qui est qu'ils substituaient au vide politique un plein religieux, ils substituaient à un trop-plein matériel une quête spirituelle. Et peut-être que si je venais te voir, c'est parce que je me sentais dans une quête qui évidemment ne prend pas du tout les mêmes chemins. Mais une quête face à quoi? Et il me semble que pour moi le mal, il est dans une politique qui se réduit à un économicisme. C'est quand un nouvel iPhone sort, j'entends à la radio, à la télévision, il arrive. On croirait le Messie. C'est Keynes qui disait, pour avoir des dividendes, il serait capable d'éteindre les étoiles. Et on est dirigé par des gens qui conçoivent l'homme, la femme, l'humanité finalement juste comme étant des producteurs et des consommateurs. Et évidemment, il y a chez nous, je pense qu'il y a chez tout le monde, mais puisque tu citais l'évêque d'Amiens, sans doute chez un chrétien athée comme moi, quelque chose qui cherche un dépassement, qui cherche un au-delà de cet économicisme étroit. C'est la première chose. La deuxième chose qui me faisait aller vers toi, c'est d'où je parle. Tu t'es tourné vers Aurélie et tu as parlé de ses origines ouvrières, ses derniers jours de la classe ouvrière. Mais il est évident que quand on habite et qu'on est en lien avec une Picardie ouvrière, populaire, hantée par 40 ans de délocalisation et qui est confrontée évidemment à des difficultés matérielles, à quelque part une inquiétude qui est devenue une certitude avec des gens qui pensent nous vivons moins bien que nos parents, mais ça sera pire pour nos enfants, ça se double au fond d'un second malheur. D'un malheur qui est une résignation, une fierté érodée, à la fois la fierté de classe et la fierté nationale, et à une phrase qui revient, c'est comme ça. C'est comme ça est peut-être la pire des phrases. C'est une tautologie. Le ça renvoie au ça, on a un cercle fermé qui dit que ça ne pourrait pas être autrement, que ça n'a jamais été autrement, que ça ne sera pas autrement. Et donc ça nous enferme là-dedans. Et il me semble que, puisque Aurélie évoquait la victoire du Rassemblement national, est entre autres une victoire spirituelle presque. Ça rend une fierté d'appartenance, et le seul chemin pour vaincre, c'est vaincre par l'espoir. Et qui est évidemment une tension. Il est évident que quand on habite dans un coin comme ça, quand on y appartient, on est hanté par la même dépression que celle de sa région. Alors il y a des moments qui sont traversés par une espérance. Le moment Gilets jaunes, moi je l'ai vécu comme un moment d'espérance. Et je pense que les gens qui y venaient, ils y venaient pour des raisons politiques, ils voulaient se faire Macron, ils y venaient pour des raisons fiscales, pas de taxe sur le gasoil, ils y venaient pour des raisons démocratiques, le référendum d'initiative citoyenne, mais il y avait derrière ça en plus une quête métaphysique, un désir de communion. C'est ceux qui étaient isolés qui se retrouvaient ensemble, c'est ceux qui étaient silencieux, muets qui retrouvaient la parole, c'est ceux qui étaient invisibles qui mettaient un gilet fluorescent, et c'est sans doute ceux qui étaient les plus résignés qui se retrouvaient traversés d'une espérance. Donc il y a des moments comme ça, et évidemment c'est à ces moments-là qu'il s'agit de s'accrocher. J'ai reçu hier, donc j'ai envoyé mes vœux, et il y a une presse Camille qui m'a envoyé une lettre, et elle citait Camus, et elle disait... donc c'est une citation de Camus, mais qui dit l'inverse de ce que tu dis tout à l'heure. Donc bon, mais c'est peut-être ça les grands hommes, ils disent tout et leur contraire, mais avec un semblable talent. Là où il ne reste pas d'espoir, il nous faut l'inventer.
Et je pense que ça dit la même tension. La même tension qu'évidemment, c'est quand on est traversé par la dépression, qu'on a d'autant plus la nécessité de tendre vers l'espérance, et que, j'y viendrai plus tard, mais qu'au fond, l'espoir est une gymnastique. L'espoir est un muscle. Et tous les matins, il faut faire ces exercices d'espoir. Merci. Bon, François Ruffin, je me tourne à nouveau vers vous, François-Xavier Bellamy. François Ruffin parlait des gilets jaunes comme d'un moment qui pour lui était un moment porteur d'espérance. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que chacun voit l'espérance à sa porte, si j'ose dire, et chacun peut avoir, en fonction de sa sensibilité politique, des moments, des gestes, des lieux qui sont exaltants pour lui ou pour elle et qui tendent vers un autre monde. Ah, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Merci Séverine. Merci. Et vous, par exemple, si je comprends bien, la manif pour tous a été un moment que vous avez considéré comme un truc, comme un moment qui tendait vers quelque chose qui pour vous est l'espérance. Moi, vous savez que j'aime beaucoup voir les choses par moi-même. Je vais souvent à des meetings politiques très différents, etc., à des manifs politiques très différentes. Et j'étais allé à plusieurs rassemblements de la manif pour tous et j'avais vu un rassemblement incroyable au Trocadéro, où il y avait un homme qui s'appelait Tugdual Derville, je crois, et il avait fait une grande harangue comme ça, et il y avait beaucoup de monde, et il s'est mis à taper sur les déconstructeurs, les gens qui avaient déconstruit la famille, etc. Et à un moment donné, il a dit, tout ça, c'est la faute des déconstructeurs, des Derrida, etc. Et alors, je me suis dit, un meeting politique de masse où on cite Derrida, c'est tellement la classe. Enfin, c'était très très bizarre, j'ai trouvé ça incroyable. Je me suis dit, mais où est-ce que Derrida se fait taper dessus dans des meetings de masse? Ça doit être assez rare. Mais en tout cas, bon, ça c'est pour l'anecdote, mais ça veut dire que pour vous, si vous en parlez à la première personne, subjectivement, etc., est-ce que la manif pour tous a été un moment un peu comme les Gilets jaunes pour François Ruffin, c'est un moment qui pour vous ouvrait vers quelque chose qui ressortit de l'espérance? Je ne m'attendais pas à ce qu'on parle de la manif pour tous, pour être parfaitement honnête. Non, je ne dirais pas. C'était un moment de témoignage dans un débat qui était un débat qui traversait profondément la société française. Et moi, ce que j'essayais de dire à ce moment-là, c'était que je crois on a besoin de retrouver le sens de quelque chose qui reste, qui échappe au caractère arbitraire des décisions collectives. C'est une question qui est infiniment difficile et infiniment douloureuse, et donc il faut l'aborder avec beaucoup de précaution et aussi beaucoup d'humilité. Mais je continue de croire que la question de l'engendrement, de la procréation, la question de l'enfance, je sais que vous avez consacré un très beau livre à la naissance tout récemment, cette question-là, elle devrait échapper à une forme de décision politique, quelles que soient les bonnes intentions qui, et de manière incontestable, inspirent ces décisions politiques. Et je crois que aujourd'hui, d'ailleurs, ce sur quoi j'essayais d'alerter à cette époque-là, et je le faisais, j'étais pas engagé dans la vie politique nationale, je le faisais avec mon horizon de professeur de philosophie, en essayant de penser cette question-là. Ce sur quoi j'essayais d'alerter, et d'ailleurs en train de se réaliser sous nos yeux, c'était au fond, l'enjeu fondamental pour moi n'était pas la question des couples de même sexe, c'était d'abord la question qui était en fait impliquée à moyen terme d'une forme de technicisation de la procréation qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer dans ce débat maintenant, ce serait beaucoup trop long, mais c'est toujours un enjeu qui est devant nous. Et je pense que la grande question, je ne l'ai pas vécu comme un moment d'espérance, je l'ai vécu comme un moment où il fallait essayer d'apporter sa contribution à un débat assez profond. Et ce qui est assez douloureux, ce qui a été très douloureux dans cette discussion, c'est qu'on a pu toucher du doigt que précisément ce qui a été la force de l'espérance dans le moment des Gilets jaunes, c'est que les gens se retrouvaient et qu'il y avait un moment où on sortait des couloirs dans lesquels chacun d'entre nous semble enfermé aujourd'hui, des silos où chacun est piégé, des enfermements. Je crois que c'est Florence Aubenas qui a mieux que personne mis des mots sur la réalité profondément vécue par les Gilets jaunes sur les ronds-points, que les gens, au-delà même de leurs affirmations politiques, c'était évidemment un engagement politique, mais au-delà même de cela, vivaient d'abord
la joie de se retrouver, de retrouver du lien, de recréer des fraternités, de recréer des proximités. Et ce qui a été douloureux dans l'expérience du moment que vous décriviez, c'est qu'au contraire, on a eu le sentiment d'une fracture très profonde. Et moi, j'ai vécu au Parlement européen il y a maintenant 2 ans un moment qui a été assez touchant parce que sur le même sujet, en l'occurrence sur la question de la lutte contre la GPA commerciale, on voit très bien qu'il y a des industries qui aujourd'hui sont prêtes à faire un profit considérable du fait de techniciser la naissance et de commercialiser l'enfant, c'est quand même de ça qu'on parle. Eh bien, on a voté ensemble un amendement que j'avais défendu, mais qu'on a voté avec 2 rapporteurs, 2 femmes qui portaient un texte sur la traite d'êtres humains et qui étaient toutes les 2 appartenaient au groupe de la France Insoumise au Parlement européen. Elles n'étaient pas françaises, mais elles sont dans le groupe de LFI. Donc moi, de droite, elle de LFI, moi un homme, elle 2 femmes, et on s'est battus ensemble pour dire il y a des limites au marché. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait François Ruffin à l'instant. Je crois que l'économicisme, le matérialisme sont aussi au cœur du désespoir contemporain, de cette atomisation individualiste et de la perte même de sens dans la parole et l'action politique. Notre devoir, c'est de dire que le marché a des limites. Moi, et c'est peut-être par là qu'on divergera, je crois que le marché est utile pour organiser la vie matérielle de nos sociétés, mais que le marché n'a de sens que si quelque chose échappe au marché, et que quelque chose échappe de manière définitive au marché. Il y a ce texte magnifique du jeune Marx qui dit 20 enfin un temps, et c'est une sorte d'anticipation terrifiante qu'il propose. Un temps où tout ce qui jusque-là a été donné et jamais vendu, partagé et jamais échangé, tout ce qui était décrit et jamais compté, tout, amour, amitié, vie, enfin, tout passa dans le commerce. Et je pense que c'est de ça qu'on est menacé aujourd'hui. Et notre combat, vous voyez, ça fera peut-être bizarre que je cite Marx pour le défendre, mais je crois que notre combat sur le sujet et par cœur en plus. Hein. Mais c'est vraiment un texte magnifique. Mais l'ami déclame du Marx par cœur, quand vous avez remarqué la... Et c'est pas pour attaquer Derrida, c'est pour... Mais je pense qu'on a besoin de retrouver cette espérance commune, au-delà des clivages politiques, de se dire, voilà, on doit se battre pour que quelque chose garde une valeur absolue, quelque chose qui n'est pas disputable, qui n'est pas discutable, que la vie d'un enfant, ça ne devient pas l'objet d'un échange marchand, que le corps d'une femme, ça ne devient pas l'objet d'un échange marchand. Et ça, on peut le dire en étant de rives politiques totalement différentes et en connaissant la réalité des contradictions qui peuvent parfois nous opposer, parce que c'est la beauté du pluralisme démocratique. Et ce qui a été douloureux dans le débat que vous évoquiez, c'est qu'il y a de toute évidence quelque chose qui a été profondément manqué, puisque au lieu de pouvoir témoigner de quelque chose qui aurait dû nous relier, ça a été un moment de toute évidence de fracture profonde dans la société française. Je vous pose quelque part un peu la même question, Aurélie Filippetti, c'est-à-dire que pendant le forum, il y a eu à plusieurs reprises des gens qui ont dit mais finalement l'espérance c'est pas un truc qui est forcément, c'est tendu vers le futur, mais c'est pas remis au futur. Et ça peut être tout de suite, c'est un lien avec la parole de proche en proche. Quelqu'un a dit on n'apporte pas l'espérance sur un plateau, on la porte, et ça passe par une parole, par une petite consolation, une petite phrase qui passe de proche en proche. Donc la question du rassemblement, la question de la manifestation, la question des gilets jaunes ou d'autres types de regroupements, c'est important, c'est-à-dire de se sentir. Et d'ailleurs ici on s'est dit peut-être que si au bout de 3 jours on n'aura pas trouvé la solution, mais au moins on se sera un peu consolé, on aura mis des mots sur des inquiétudes, etc. Déjà ce sera pas mal. Vous, est-ce que récemment vous avez été dans un endroit, un rassemblement, à part celui-là bien sûr, où vous avez ressenti fortement quelque chose comme un regain d'une espérance que beaucoup de gens considèrent comme un peu évaporée aujourd'hui? Oui, bien sûr. D'abord, ce que je veux dire dans la critique de l'espérance, c'est que l'espérance ou l'espoir ne doit pas avoir sa fin dans une sorte de transcendance. Enfin, en tout cas, de mon point de vue. Moi, je ne pense pas que ça vienne d'une transcendance. Ça vient d'une situation matérielle, concrète, et puis de notre humanité profonde. Ça ne vient pas d'en haut, ça vient de nous en tant qu'humains et au plus fragile de nos chairs et de nos esprits. Et c'est là que naît ce besoin d'espérer maintenant, en fait, d'espérer pour travailler ensemble. Et c'est vrai qu'on est aujourd'hui, on le sent, il y a eu une rupture. Si le titre du forum c'est « Espérer malgré tout », c'est effectivement parce que le sujet c'est malgré tout. Qu'est-ce qui se passe là dans le monde ? Pour nous, c'est en Europe, le retour de la guerre en Europe, alors qu'on pensait que c'était une question qui était
quand même derrière nous, hein, après des siècles et des siècles, mais depuis la Deuxième Guerre mondiale, on avait une forme de sécurité mentale de ce point de vue-là. La violence, l'irruption de la violence sur le sol européen, et puis les ruptures, les transformations, l'effondrement des alliances avec les États-Unis et le surgissement d'une forme de technofascisme dans le pays qui incarnait jusque-là, disons, en tout cas, une certaine image de la démocratie. C'est évidemment extrêmement déstabilisant et extrêmement angoissant. C'est aussi le retour de cette logique d'empire. L'historien américain, d'ailleurs maintenant qui s'est exilé au Canada, Timothy Snyder, qui a donné une très belle interview là où il explique que pour lui c'est le retour de la logique d'empire, non seulement en Russie mais maintenant aux États-Unis avec Trump. Enfin, donc tout ça fait que notre monde vacille, nos certitudes vacillent. On est dans une nouvelle ère du doute, en fait. Et donc, on doit réinventer politiquement, ensemble, en Europe, une manière de se tenir debout face à cela. Alors, oui, l'espoir ou l'espérance est indispensable à cause de cette situation-là. Et aussi parce qu'en face de nous, on a des adversaires idéologiques qui veulent provoquer la désespérance en nous. Ils font commerce de quoi ? Ils font commerce d'une vision décliniste de l'histoire. C'est la fin de l'Occident, entre guillemets. C'est la fin de notre monde. C'est le grand remplacement, toujours entre guillemets. C'est notre disparition. Ils font commerce de cette peur-là, de l'effondrement de ce que nous sommes, de tout, de ce que nous connaissons. Et donc, face à ce déclinisme, ou plutôt techno-déclinisme, parce qu'ils utilisent aussi des moyens ultramodernes, très technologiques, pour alimenter cette vision décliniste de l'histoire, bien, face à ça, évidemment, on doit trouver des moyens de résister, de se tenir en face de ça. Et c'est pas évident. C'est pas évident, mais sans faire justement, sans refuser justement l'évolution technologique et les nouveautés technologiques, on peut se dire que finalement, moi là, dans les derniers jours, les moments d'espérance et même, je dirais, de joie que j'ai eu politiquement, c'est par exemple en écoutant la chanson de Bruce Springsteen sur Minneapolis. Et de voir le concert qu'il a fait. Il a fait irruption dans un concert à Minneapolis. Il a chanté cette chanson qu'il a écrite par rapport contre les événements et les morts causés par la police de ICE de Trump, la milice plutôt que la police d'ailleurs de Trump. Et que des milliers de gens sont sortis dans la rue au son de cette chanson et ont repris cette chanson et ont crié « ICE out ». Et ça, je me dis, mais voilà, là, il y a de l'espoir. C'est pas nous contre les Américains, c'est pas nous, Européens, contre le peuple américain. C'est au fond ces déclinismes, ces fascistes, ces réactionnaires qui ont toujours existé sous diverses formes dans l'histoire. Bien voilà, ils ressortent comme la taupe, la petite taupe de Hegel, ils ressortent de leur trou où on croyait les avoir enterrés depuis 70 ans ou même 80 ans maintenant. Non, ils ressortent. Ben oui, mais ça c'est l'histoire. L'histoire ne s'arrête jamais. On a peut-être eu tort, on s'est peut-être fait, je dirais, des illusions parce qu'on nous a raconté que ça y est, c'était de la fin de l'histoire, la victoire de la démocratie, de la liberté, etc. Non, c'est jamais la fin de l'histoire. Et c'est toujours un combat. C'est toujours une nécessité d'action. Mais on le voit, il y a des choses. Et moi, vraiment, cette chanson, ces mobilisations, ou aussi la manière dont, à l'hôpital, quand est passée la dépouille de cet infirmier de 37 ans, Alex Pretty, qui a été tué par ICE, la manière dont les infirmiers de l'hôpital, les infirmières, les agents qui étaient là se sont mis finalement presque au garde à vous pour lui rendre hommage, alors que son corps était placé sous le drapeau américain. Là, je me suis sentie vraiment pleine d'espoir
et pleine de fierté aussi dans cette humanité-là qui sait résister. C'est vraiment intéressant parce que ceux qui étaient là, celles et ceux qui étaient là ce matin, vous vous souvenez que Philippe Corcuff a parlé de cette chanson. Et Aurélie Filippetti dit là il y a de l'espoir. Il a même dit il a été très loin parce que tout son truc a été d'allier comme ça la théorie et les chansons populaires. Et il a fait écouter plusieurs chansons, notamment une chanson de Zaz, Je pardonne. Et il disait, alors que lui il est passé par toutes les couleurs politiques qu'on peut imaginer, il était chez les Verts, il a fini à la Fédération anarchiste, entre-temps il était chez les chevènementistes, au Parti Socialiste, il a fait à peu près tout ce qui est possible. Maintenant il a quitté la Fédération anarchiste, il est plus nulle part. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a fini par dire, lui qui a fait tellement de politique, il a fini par dire, oui là il y a de l'espoir, c'est-à-dire dans les chansons, si un imaginaire d'émancipation renaît, ça sera dans les chansons populaires, ça sera par là que ça se passe. Et pas du tout en politique, parce qu'il disait-il, le timing de la politique, la réalité de la politique, la réelle politique, le court-termisme de la politique l'empêche de réinventer cet imaginaire d'émancipation. Alors est-ce que ça veut dire que quelqu'un comme vous, François Ruffin, qui se réclame de l'émancipation sociale, qui est maintenant candidat à la candidature et à la présidentielle, est-ce que vous ne faites pas fausse route en étant en politique si on s'en fie à Philippe Corcuff qui dit que ça se passera partout sauf là. Bon. D'abord, je suis prêt à utiliser tous les arts. Vous savez, le cinéma, la radio. J'ai fait une chanson, j'ai écrit ma Marseillaise. Donc, tous les arts sont bons pour animer. Animer, ça veut dire réveiller les âmes. Et en fait, c'est le sujet quand je menais ma campagne sur les législatives en 2017. Je disais, bien sûr, mon adversaire, c'est toujours la finance. Mais c'est surtout l'indifférence. Et c'est comment on fait pour combattre la résignation, le découragement, l'abattement qui sont au cœur des hommes et des femmes et qui fait que, ils vont quand même se tenir debout. Et par ailleurs, je n'ai jamais eu Philippe Corcuff comme boussole, donc, et comme guide dans mes choix politiques personnels. Mais j'aime bien la question que vous avez posée à Aurélie, donc je vais prendre celle-là. Mais c'est pas open bar comme ça, on n'est pas au McDo. Je fréquente trop le McDo, hein, bon, alors, je disais tout à l'heure que pour moi l'espoir est une gymnastique. C'est Cynthia Fleury qui dit il faut une éthique de l'espérance. Il existe une sorte de dynamo intime qui relie courage et confiance. Donc c'est un muscle. Il faut travailler son muscle. Je vais peut-être surprendre, voire choquer. Mais moi je vis moins malgré tout que la renaissance d'une espérance. Pourquoi ? Parce que au fond je pense que ça fait 40 ans que l'espérance est morte politiquement dans notre pays. Et elle est morte en 1983, à gauche en tout cas, quand il y a le choix de renoncer à un programme de rupture avec le capitalisme, quand il y a le choix d'intégrer pleinement l'Union européenne telle qu'elle se fait. Voilà. Et là, je dirais qu'il y a un double renoncement. Il y a un renoncement à défendre la classe ouvrière à ce moment-là, mais il y a aussi un renoncement sans doute à une certaine idée d'indépendance de la France. Et aujourd'hui, et quand Aurélie évoque la fin de l'histoire, moi c'est mon pire moment. C'est mon pire moment politique que les années 90. C'est-à-dire ce temps où on nous dit que c'est figé, parce que les États-Unis dominent le monde et s'en font le gendarme, peuvent déclencher des guerres sur la Terre entière, un monde unipolaire, et où est gravé dans le marbre le libéralisme. Alors, Maurice Kriégel-Valrémont, qui est l'un des 3 hauts dirigeants de la résistance armée, me dit en 2005, quand je lui dis, j'ai 30 ans, à 30 ans, vous libériez Paris, moi, il me dit, mais d'abord, on s'emmerde moins qu'on s'est emmerdé. Et il faut voir ce qu'on s'est emmerdé dans les années 90. Et bien, aujourd'hui, je suis désolé, on ne s'emmerde pas. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une rouverture du champ des possibles. Et par exemple, aujourd'hui, nous avons la possibilité d'une liberté. Nous avons la possibilité d'une liberté. Alors la liberté, c'est toujours quelque chose d'à la fois formidable et terrible. Mais nous avons la possibilité en Europe de retrouver une liberté, de nous affranchir d'une tutelle et de choisir notre chemin. Mais c'est comme si à ce moment où on a la possibilité d'une liberté, finalement l'Union européenne, sous la houlette de Ursula von der Leyen, venait dire « nous préférons nos chaînes ». Et
un temps où on criait US Go Home, maintenant c'est Donald ne nous quitte pas. Et donc voilà, je considère en tout cas le moment présent est un moment où il y a la possibilité, il y a des possibles dans le moment présent, il y a des possibles sur le plan économique. On a vécu des décennies où il n'avait qu'à la bouche concurrence, croissance, mondialisation, marché, compétitivité, et vous sortez tout ça en boucle dans tous les sens. Maintenant, ils le font, mais ils n'osent plus prononcer ces mots-là. Pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'on est dans ce moment dont Gramsci parle, il parle de détachement de l'idéologie dominante. Et il dit que c'est ce moment où les classes dirigeantes ne sont plus capables de diriger, c'est-à-dire d'entraîner par l'enthousiasme, par l'envie, mais seulement de dominer par la force de coercition, et j'ajouterai par la force de résignation. Mais on voit bien que le rapport à la mondialisation, apparemment proclamé comme étant la mondialisation heureuse, c'est fini. Et donc ça rouvre un espace des possibles pour inventer autre chose avec, oui, moi je suis partisan de taxes aux frontières, de barrières douanières, de quotas d'importation, bref, de modes de régulation du libre-échange, et qui, si j'avais été venu dans un forum philo il y a 10 ans, parler de ça, je sortais, parce que c'était quasiment indicible. C'était pas permis. Et donc on voit que là, il y a un champ des possibles politiques qui, à mon sens, se rouvre. Donc je le prends plutôt comme la renaissance d'une espérance. Vous demandiez à Aurélie, donc, un lieu... alors là, j'ai parlé de la grande politique, mais pour moi, il y a du déjà là. Vendredi dernier, à Abbeville, j'organisais une nuit des bénévoles. En gros, après les Jeux Olympiques, j'avais fait une proposition de loi pour les clubs sportifs, en disant, voilà, il faudrait que, de la même manière qu'on a des Césars pour le cinéma, qu'on a des victoires pour la musique, il faudrait organiser un grand gala retransmis à la télévision où on mettrait à l'honneur les bénévoles, parce que si notre pays tient debout aujourd'hui, si jamais il y a de la culture dans notre pays, si jamais il y a du sport dans notre pays, si jamais il y a des soins, du lien, des comités des fêtes, des raideries, des tournois de belote dans notre pays, c'est parce qu'il y a des bénévoles. Et donc, dans ma proposition de loi, je tendais la perche au service public en disant, voilà, faites une nuit des bénévoles. Ils ne le font pas. Donc je me suis dit, bon, on va le faire. Et donc on fait cette nuit des bénévoles, cette soirée, et où il y a des gens ordinaires qui défilent, on leur a déroulé un tapis rouge, on leur a mis des bouquets de fleurs, on leur a mis des médailles, et on leur a donné la parole pour venir expliquer la fierté de ce qu'ils font au quotidien. Je considère que c'est une espérance. Je considère que c'est une espérance que de venir mettre en lumière l'ordinaire. L'ordinaire, ce que j'appelle l'acapitalisme. C'est-à-dire des gens où on le fait tous, il y a 22 millions de Français qui sont engagés dans des associations, mais qui donnent de leur énergie, de leur temps. Et ils le font sans y chercher leur intérêt. Ils ne le font pas pour de l'argent. Ils ont sorti ce temps-là, non pas anticapitalisme, mais ils l'ont sorti du capitalisme, de la logique de production et de consommation. Et à mon avis, mettre en lumière cette entraide, finalement, ce qui continue à exister massivement au cœur des Françaises et des Françaises, ce sens du don, de l'entraide, de faire ensemble, eh bien, participe à animer à proximité une espérance. Vous savez, on a eu aussi Frédéric Boyer qui est intervenu et qui a cité beaucoup les auteurs chrétiens. Il a cité même Saint Paul et Péguy, que vous connaissez si bien, François-Xavier Bellamy. Et je me demandais, en préparant ce débat, je me disais, mais comment on fait pour être péguiste aujourd'hui en politique, et en particulier républicain mais ce serait la même chose, j'imagine, à la France Insoumise, où si longtemps... oui, il n'y est plus. On vous annonce que François Ruffin n'est plus à la France Insoumise. Mais il l'a fréquenté un petit peu pendant un moment. Et en fait, c'est assez... Comme quoi, il y a toujours une espérance. Quand on a quelques années de France Insoumise, ça n'est rien à comparer à des années et des années de Parti Socialiste. même si... Et du Parti Socialiste de François Hollande à l'époque. Est-ce que vous écoutez Planète Rap, hein ? Allez-y. Au milieu de cette fraternité de gauche, François-Xavier. Il peut peut-être représenter l'espoir en réalité.
Ça marche ou pas votre micro? Allez-y. Là, ça devait magnifique. Voilà, bravo. Et il citait cette formule de Peggy, Frédéric Boyer, qui s'appelait espoir incroyable, espoir inespéré. Il disait que pour Peggy, l'espérance, c'était toujours une manière de réhabiter le présent, de se le réapproprier au moment où plus rien dans le présent ne semblait répondre à notre désir et où plus aucune action n'était possible. Quand on voit la réalité de la politique, et pas seulement aux Républicains aujourd'hui, enfin de ce que nous autres profanes, on en voit de loin comme ça et on a l'impression d'en voir en termes de rapports de force, de rivalité, de violence, de court-termisme et de petits calculs très très situés. Comment on fait pour être vraiment péguiste? Comment ça se manifeste? Est-ce que ça implique... Parce que pendant très longtemps, même, les gens vous considéraient, vous, comme quelqu'un qui n'avait pas d'avenir en politique, parce que justement trop péguiste ou trop intello, trop philosophe. Et après, ils sont mis à dire, oui, mais ça y est, ils commencent à prendre le pli, ils commencent à s'intégrer, ils commencent à être un peu plus réalistes, etc. Donc est-ce que quand on est plus réaliste en politique, ça veut dire qu'on est moins péguiste? Je pense, enfin, ce que disait tout à l'heure Aurélie Filippetti serait très juste si effectivement l'espérance était une manière de fuir le présent. Vous disiez que l'espérance, il faudrait peut-être tordre le cou à l'espérance parce qu'elle est une manière de... c'est là aussi la critique marxiste classique à l'égard de la religion. La religion comme opium du peuple, c'est le renversement d'un monde renversé, c'est-à-dire une manière de faire croire aux gens que le meilleur est pour demain et pour après et peut-être même pour une autre vie que cette vie et que c'est une bonne façon de nous consoler de l'injustice qui est ici et de nous empêcher de vivre la révolte qu'elle devrait nous inspirer. Moi, je ne crois pas que l'espérance se présente de cette manière-là. Je pense que c'est la critique qu'on peut faire à l'optimisme, précisément, qui consiste à dire « ça ira mieux demain ». Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, ça ira mieux demain. Encore une fois, je pense que la politique a d'ailleurs été profondément dévitalisée par cette espèce d'optimisme obligatoire. Et quand on fait la liste de tout ce qui ne va pas et qu'on termine une conversation parce qu'on se croit obligé de le faire en disant « non mais il n'y a aucun problème, il faut être optimiste », ben non, il n'y a aucune raison qui impose d'être optimiste plutôt qu'autre chose. Et je pense que d'ailleurs, de ce point de vue-là, il reste de ça quelque chose de très violent dans le discours politique contemporain, qui consiste à reprocher aux gens leur désespoir, à leur expliquer qu'ils ont tort de ne plus y croire, qu'ils ont tort de vivre les jours qu'ils traversent comme des jours d'épreuve, de revers. Moi, je crois, oui, qu'il y a aujourd'hui, vous disiez, c'est les mots qui font peur, le déclin de l'Occident, etc. C'est un fait, en tous les cas, qu'il y a aujourd'hui un décrochage du monde démocratique qui, pendant longtemps, croyait qu'il était aux avant-postes de l'histoire. Et aujourd'hui, nous avons le sentiment de voir des puissances autoritaires qui semblent dicter leurs lois et qui donnent le sentiment qu'elles sont en train d'écrire l'avenir alors que nous le subissons. Et je pense que c'est un devoir d'affronter ce diagnostic. Je pense qu'il y a un décrochage de la France, y compris un décrochage de la France à l'intérieur de l'Europe. Et ce décrochage, je le vis tous les jours au Parlement européen. Quand je regarde dans le regard de nos voisins, de nos amis d'autres pays européens, l'inquiétude qu'ils ont pour la France et même une espèce de préoccupation. Parfois, la France a été combattue, elle n'a pas été assez entendue, parfois ses intérêts ont été ignorés, mais en l'occurrence, le plus douloureux pour moi, c'est pas d'abord le combat, c'est d'abord de recevoir une espèce de commisération de certains de nos voisins qui se disent mais qu'est-ce qui vous arrive et où est-ce que vous allez? Et donc, il faut bien qu'on affronte tout ça, et l'espérance n'est possible qu'à travers cette réalité. Elle n'est possible qu'à travers la réalité. C'est, là encore, Bernanos, en traversant la nuit qu'on rencontre une autre aurore. Il faut aller au bout de la nuit pour pouvoir trouver l'espérance. Et la réalité à laquelle je vous invitais à faire... Et sur la politique, Oui, c'est la même chose. Je pense que ce serait absurde de vouloir nier la réalité de la crise de sens que traverse la politique aujourd'hui. Non mais vous, en fait, ma question c'était vraiment vous, par exemple, aux Républicains. Ma question c'est qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez en tête une scène dans une réunion ou un endroit où quelque part le fait de vous brancher sur cette tradition que vous dites chérir, qui est la tradition péguiste ou bernanosienne, fait que vous êtes comporté différemment de ce qu'on attend en général d'un politique sur la scène ordinaire de la politique? Est-ce que vous avez le souvenir là récemment d'une scène dans une réunion quelque part où vous avez dit quelque chose qu'on n'attend pas en général de gens comme vous parce que vous êtes connecté à cette espérance-là? Vous pouvez on est entre nous. Mais je me souviens d'une réunion publique il y a quelques mois
à Pont-à-Mousson, on avait eu l'occasion de faire une réunion publique pour parler justement de la question de l'évolution de notre modèle économique. Et au fil des questions, d'être revenu à Peggy et à ce texte magnifique de Peggy sur le travail que vous connaissez forcément, dans l'argent, Peggy reproche à la modernité d'avoir détruit le sens du travail, précisément parce que le monde contemporain a privé le travail de sa dignité, de sa valeur intrinsèque. J'ai vu toute ma vie ces mêmes rempailleuses de chaises rempailler des chaises du même cœur et de la même âme que ce même peuple avait bâti ses cathédrales. Peggy dit, au fond, le monde économique est devenu le lieu d'une strangulation matérielle, alors qu'il était, au contraire, l'occasion de produire le meilleur de soi-même. Et ce qui m'avait beaucoup marqué, c'est que après cette réunion, on a été manger un morceau avec des amis qui étaient là, quelques élus locaux, dans un bistrot juste à côté, et il y avait des gens qui étaient, une table à côté de nous, qui étaient à la soirée, qui disaient, mais en fait, ok, c'est bien, vous avez parlé des propositions, des actions, des réformes, tout ça, super. Mais en fait, ce qu'on a le plus aimé, c'est Peggy, finalement. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, la crise de la politique est une crise du sens. Mais juste peut-être un tout petit mot aussi pour dire, vous disiez la politique nous renvoie à un spectacle désolant, et c'est vrai, mais je pense qu'il faut aussi qu'on puisse partager le fait, et je pense qu'on pourra tous en témoigner ici, que la politique c'est parfois des querelles d'ego affligeantes, c'est parfois la médiocrité, c'est parfois la trahison, le mensonge, mais dans la politique on a aussi l'occasion de croiser le meilleur. Et moi j'ai rencontré beaucoup de gens, y compris, on est à la veille des élections municipales, en allant partout en France, des élus qui sont engagés dans leur ville, qui sont des élus de terrain, parfois n'ont pas d'étiquette, parfois ont d'autres étiquettes que la mienne, mais qui sont des gens, et parfois dans ma famille politique, des gens qui sont d'une générosité, d'un dévouement, d'un engagement exceptionnel. Et quand vous-même vous vous engagez en politique, vous vivez cette chose incroyable qu'on a peu d'occasion de vivre dans d'autres espaces que celui-là, que des gens vous font confiance et vont s'engager pour vous soutenir, qui n'ont rien à y gagner pour eux-mêmes, et qui vont s'impliquer dans une campagne, qui vont essayer de faire connaître ce que vous voulez partager comme message et comme progrès pour l'avenir. Et moi, je me dis souvent, mais c'est absolument inouï et j'espère que je suis à la hauteur de cette expérience de générosité et de don que j'ai eu la chance de vivre aussi dans le monde politique. J'ai vécu dans ma salle des profs pendant 10 ans à peu près la même chose. Parfois des comportements un peu médiocres et désolants, et parfois le meilleur et le plus grand dévouement. Et il faut bien reconnaître que ce partage-là, il traverse chacun de nos cœurs. Parce qu'il n'y a pas d'un côté des gens qui sont parfaits, généreux, magnifiques, et de l'autre côté des abrutis et des salauds. Je pense qu'au fond, la tentation du pire est en chacun d'entre nous, et l'aspiration au meilleur aussi. Et c'est vrai en politique comme ailleurs. Le drame de la politique, c'est que tout y est public. Et donc, quand on voit le moins bon, quand on voit le plus médiocre, on le voit tous, et ça a quelque chose d'infiniment choquant. Et surtout quand précisément la politique se trouve perdue loin de la quête des finalités qui devraient l'animer aujourd'hui. C'est cette crise de sens, c'est cette crise intérieure qui fait qu'aujourd'hui elle est si désolante. Mais je peux témoigner, je pense qu'on pourra tous en témoigner, qu'on y voit aussi, et parfois c'est ce qu'on voit le moins dans le spectacle médiatique, mais pour chacun d'entre nous qui y sommes engagés tous les jours, on y vit aussi tous les jours l'expérience de ce qu'il y a parfois de plus grand et de plus beau dans le cœur humain. Aurélie Filippetti, oui. Oui, moi j'aime... Je trouve que c'est bien de citer Peggy, le travail, mais je ne comprends pas comment on peut être membre des Républicains et parler du travail, et du travail ouvrier en particulier, puisque les Républicains et la droite en France n'a jamais pris aucune mesure pour améliorer les conditions de travail réelles, matérielles. Parce que là, on n'est pas dans... Enfin, la vision que vous défendez, qui est tout à fait respectable, hein, c'est une vision romantique du travail. Moi, je n'ai pas une vision romantique du travail. J'ai une vision matérialiste du travail, et je l'assume complètement. Et ma vision politique, elle se base sur l'idée que, oui, il y a des conditions réelles, matérielles, des conditions de travail. Est-ce que vous pouvez réciter Marx par cœur aussi, vous comme Bellamy? C'est une condition sine qua non chez nous. Non, mais Chateaubriand peut-être. D'accord. Mais vous voyez, c'est ça la différence, c'est que à un moment donné, on peut un peu se payer de mots, quoi. Mais il faut aussi regarder les choses de manière
très concrètes. Et je pense que quand je parlais du déclin de l'Occident et du commerce qui en est fait aujourd'hui, moi je suis la première à m'être mobilisée. François, c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'ai quitté le gouvernement de François Hollande, puisque tu m'as fait une pique, voilà, sur les questions industrielles. Je suis la première à déplorer la désindustrialisation de la France, mais elle ne vient pas du ciel, cette désindustrialisation, pardon, mais elle ne vient pas du ciel, c'est des politiques concrètes qui ont été faites, et qui ont d'ailleurs été faites spécifiquement en France. Ce n'est pas non plus la faute de l'Europe, hein, c'est vraiment la faute des responsables politiques français. Donc, le déclin de l'Occident, c'est pas ça, c'est une vision qui, au fond, remet en cause tous les principes qui ont été ceux à la base de la Révolution française. Pour moi, aujourd'hui, la différence fondamentale entre nous, sans doute, c'est est-ce qu'on considère que les principes de liberté, égalité, fraternité, ensemble, c'est-à-dire pas la liberté contre l'égalité ou contre la fraternité, mais ensemble, l'émancipation collective par le vote, etc., et individuelle, et le fait de considérer que tous les êtres humains, hommes et femmes, et là-dessus quand même le droit des femmes à disposer de leur corps, c'est un droit fondamental, y compris sur les questions d'avortement, sur lesquelles on a une différence majeure, et pour moi existentielle, ontologique, cette notion-là d'égalité alliée à la liberté de la presse, la liberté du vote, la liberté syndicale, la liberté politique. C'est ça en fait. Est-ce qu'on considère que notre monde est l'héritier des Lumières et de la Révolution française ? Ou est-ce qu'on considère, avec De Villiers, CNews, etc., que tous les maux du monde aujourd'hui viennent de la Révolution française ? Pour moi, on doit en être fiers. On doit en être fiers parce que la Révolution française, oui, et c'est pas un nationalisme, c'est pas du chauvinisme. Je suis fière de cela. Je suis fière de vivre aujourd'hui dans un pays qui n'était pas celui de mes grands-parents, d'ailleurs, parce que dans le monde ouvrier, dans le monde du travail, il faut aussi rappeler tout ce que l'on doit à ceux qui sont venus d'ailleurs. Et ça, c'est pas du tout dans les discours des conservateurs, et encore moins dans les discours des réactionnaires. Ceux qui sont venus d'ailleurs pour travailler, pour faire la reconstruction économique de notre pays, sa croissance, mais aussi son identité, qui est faite de diversité, de culture, d'origine. C'est ça, en fait, l'identité française. Elle n'est pas figée. Elle n'a pas été figée à un moment de l'histoire. Ça, c'est une vision romantique de l'histoire. Non, elle est dynamique, elle se construit, elle évolue, elle bouge. C'est la vie, quoi, en fait. C'est la vie, et la vie, c'est du mouvement. S'il y a une chose, dans l'espérance, c'est le mouvement. C'est ça qui est beau, en fait. Si ça nous porte à bouger, à avancer. Là, oui, il y a quelque chose. Mais si c'est pour regarder le passé avec nostalgie, en se disant c'était toujours mieux avant, mais avant quand, en fait ? Tu le disais, Maurice Kriegel-Valrimont, voilà, quand il disait, oui, surtout, quand on est en face de Klaus Barbie, il y a un principe, c'est n'avouer jamais. Bon, on se dit, on est tout petit par rapport à ça. Est-ce que c'était mieux à ce moment-là ? Non, c'est les gens qui nous ont précédés, ceux-là qui se sont battus pour nous, ils ont vécu des choses infiniment plus dures que nous. Et on leur doit quelque chose. Ce qu'on leur doit aujourd'hui, c'est qu'on vit en Europe. Et bien sûr, l'Europe n'est pas parfaite, pas du tout. Mais quand même, en Europe, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on avait construit quelque chose qui s'appelait l'État social, qui n'a rien à voir avec le libéralisme, mais l'État social, ce modèle-là, pas du tout imparfait, mais c'était quand même ça un petit peu l'idée. L'État social allié aux libertés démocratiques. C'est d'ailleurs pas le modèle américain, il n'y a pas eu d'État social aux États-Unis. Mais ça, c'est quand même un peu le modèle qui sous-tend l'Union européenne. Et ça, je crois que c'est une richesse infinie. C'est ça qui est menacé aujourd'hui, qui est menacé à l'Est par Poutine, par les dictateurs, qui est menacé par les technofascistes de Trump, de Musk, etc. C'est à ça qu'ils en veulent. C'est à cet État social. Et pourquoi ? Parce qu'au fond, cet État social, c'est la meilleure expression politique de la notion philosophique d'égalité. C'est donner à chacun non seulement l'idée qu'il peut avoir autant qu'un autre, mais aussi qu'il est autant qu'un autre à la base.
fondamentalement. C'est ça l'apport majeur de la Révolution française. Et c'est ça que je sens attaqué aujourd'hui dans ce retour, dans ce néoconservatisme, dans cette idéologie réactionnaire qui revient avec force en utilisant les moyens de la tech. Et c'est ça, voilà, c'est ça pour ça que l'on doit se battre et que l'on doit peut-être espérer. Mais vraiment, je veux dire, luttons contre cette idée que c'est notre identité qui serait menacée aujourd'hui. Voilà, c'est pas notre identité qui est menacée, c'est bien les principes politiques sur lesquels nous avons bâti un espace de liberté, d'égalité, d'émancipation, des idéaux fondés sur l'éducation, sur la culture, oui, sur l'art, sur la science, sur l'importance de la science. La vérité scientifique, oui, elle existe. Elle existe et elle se démontre par une méthode scientifique. Et c'est tout cela aujourd'hui qui est attaqué. François Ruffin. On va arriver bientôt. Quand il n'y a plus de questions, c'est mieux. Il y en a même plus à faire semblant d'y répondre. Je sais pas, du coup... alors j'ai une question si vous voulez. Ah bah vas-y. Ah bah oui, Aurélie Filippetti disait, elle parlait de ceux qui l'ont précédé, de tout ce qu'on doit à ceux qui nous ont précédés. C'est aussi une question qui a beaucoup circulé au fil du forum, et notamment la question de l'héritage des espérances déçues. Et Philippe Corcuff, votre maître à penser, disait que voilà, il fait partie de ces gens qui essaient de réinventer une espérance d'émancipation en prenant en compte toutes les conneries, c'est le mot qu'il a utilisé, toutes les erreurs, toutes les pulsions épuratrices, toutes les violences, etc., qui ont pu être accomplies au nom de l'espérance, Et j'ai lu quelque part que sur votre bureau à Fakir, sur la porte du bureau, comme une sorte de blague, il y avait un portrait de Staline. Je ne sais pas si c'est encore le cas. Non, mais je travaille plus à Fakir. Voilà, bon, à l'époque, vous étiez le patron tout-puissant, parce que c'est quand même un patron, il faut quand même voir. Merci patron. Donc, et en fait, c'était sans doute sur le mode de la blague, mais est-ce que, d'une certaine manière, vous arrivez dans votre militantisme au jour le jour et dans votre engagement politique à faire quelque chose comme une réinvention, à essayer de réinventer une espérance d'émancipation pour notamment les dominés, les opprimés, etc., qui prennent en compte, parce qu'à la France Insoumise, par exemple, et pas que, on a vu des petits phénomènes qui rappelaient plein de souvenirs en termes de dogmatisme, de purge interne, etc., qui rappelaient plein de souvenirs. Et c'est comme si la gauche, en général, avait du mal à s'abstraire, à tirer les leçons de l'histoire et des expériences passées qui ont mené l'espérance la plus radicale et la plus belle au pire. Est-ce que vous arrivez à faire ce 2 en 1, ce geste double de j'essaie de réinventer l'espérance sans refaire les mêmes erreurs, et donc par gratitude à l'égard de mes aînés, je vais essayer de faire les choses autrement? D'abord sur la porte de Fakir, il y avait autre chose aussi parce que j'avais une expression, c'est il nous faut semer les graines de l'espérance, et il m'avait représenté dans une pub jetant des graines comme ça avec marqué Truffaut au-dessus. Truffaut, le magasin de jardinage, pas le cinéaste. Hein. Dire que mon rapport à l'espérance, quand même, je n'y ai jamais mis une majuscule. C'est l'espérance minuscule. Et même l'espérance communiste avec... je pense que s'il y a un parti qui a été profondément populaire, c'est le Parti communiste en France, et j'ai du respect pour l'œuvre accomplie auprès de millions et de millions de personnes de la classe ouvrière dans notre pays. Mais finalement, Marx est encore très chrétien. Il y a quelque chose qui est dans le communisme et de l'ordre de la communion. Il y a les prophètes du communisme. Il y a un catéchisme communiste. Enfin, il y a un messianisme communiste. Puisqu'il va arriver une homme nouvelle, un grand soir, la révolution va nous tomber d'en haut, et après, ça sera une fin de l'histoire. Pas la fin de l'histoire de Fukuyama, mais la fin de l'histoire marxiste. Et je n'ai jamais adhéré à ça. Je pense qu'il n'y a pas de fin de l'histoire, ça continue en permanence. Je ne crois pas aux grandes transformations qui ne naissent pas d'un long et patient labourage, semail, voilà, et que je fais mien l'alliance proposée par Jean Jaurès, qui parle d'un réformisme révolutionnaire, c'est-à-dire qu'on prend confiance, le peuple prend confiance dans sa force, en gagnant
des petites victoires? Est-ce qu'il amène à avoir assez de confiance, assez de conscience dans sa classe pour ensuite pouvoir offrir un horizon? Donc jamais j'ai été dans cette grande espérance, donc je dirais que j'ai pas eu trop besoin de m'en détacher. J'avais noté sur la route, là, dans mes exercices de gymnastique de l'espérance, je vous les propose, d'accord? Tous debout maintenant, non. Non, il y a un exercice d'abord qui revient à la chanson de Bruce Springsteen, pardon. C'est-à-dire que évidemment, il y a une place pour la culture, il y a une place pour la. En gros, quand on est étouffé dans le c'est comme ça, quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle, quand on a ce sentiment d'asphyxie, d'étouffement, il faut chercher tout ce qui va pouvoir ramener de l'air et de l'imaginaire dans le présent. Et évidemment, l'art, la culture. Roosevelt, quand il traverse la Grande Dépression. Il dit, voilà, on ne va pas relever notre pays que par des barrages hydrauliques et par des grands travaux. Il faut relever le pays par son âme. Et c'est à ce moment-là qu'il envoie des artistes, des peintres, des auteurs, des acteurs de théâtre, un peu partout dans le pays, pour recueillir les musiques traditionnelles, pour jouer du jazz. Enfin, il y a tout ce mouvement. Donc il y a la chanson de Bruce Springsteen et il y a René Char qui disait, pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans nos ténèbres, il n'y a pas une place pour la beauté, toute la place est pour la beauté. Et à mon sens, il y a un grand rôle aujourd'hui dans notre pays, si on veut le sortir de la dépression, de l'art, de la culture, d'une culture en lien avec le populaire. Peut-être ça fait lien aussi avec les chansons que vous évoquiez tout à l'heure. Ensuite, il y a évidemment l'ailleurs. L'ailleurs, l'URSS a représenté sans doute un ailleurs pour des générations qui nous ont précédés. Moi, quand je vais en visite en Espagne, donc c'est une Espagne réformiste, hein, mais là aujourd'hui, pour regarder ce qui est fait sur les travailleurs, regarder ce qui est fait sur les droits des femmes, c'est aussi aller chercher de l'air à nos frontières, mais je dirais presque qu'il y a de l'air à l'intérieur du pays. Quand on fait une proposition de loi avec communistes, insoumis, écologistes et socialistes, tous ensemble sur le droit aux vacances, pour que nos enfants, tous les enfants des quartiers comme des clochers, puissent voir la mer et la montagne, parce que c'est la seule manière d'aimer notre pays, c'est de s'y mêler, c'est de le visiter, c'est de rencontrer les autres, et qu'on vient dire, bon ben voilà, ils le font déjà à Trappes, ils le font déjà à Poitiers, c'est une manière de rouvrir de l'imaginaire, parce qu'on vient dire, ça existe, c'est dans le déjà là, ici, au présent. Ensuite, moi, j'ai jamais été pour le vivre ensemble. Le vivre ensemble, au fond, je trouve que c'est une manière de voir les choses qui est vachement statique. On est ensemble les uns à côté des autres, mais il y a un risque de tomber dans la jalousie. Vous savez, c'est la phrase d'Antoine de Saint-Exupéry qu'on a tous sur des assiettes en porcelaine, en tout cas c'était chez nos grands-parents. S'aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Et bien, à mon sens, ce qui vaut pour un couple, ou si un couple il n'a pas de projet d'avoir un pavillon, d'avoir des gamins, de partir en vacances ensemble, eh ben, il risque de se regarder dans le blanc des yeux et ça risque de mal tourner. C'est vrai pour un peuple aussi, à mon sens. C'est un peuple ne vous regarde pas un horizon ensemble et se dit pas voilà les défis. Aurélie Filippetti a dit ça fait vachement envie son couple. Ça c'est une vision un peu conservatrice hein, de couple. Hein. Si vous voulez. Mais je pense profondément que si on est avec les autres, être avec les autres, pour moi, c'est faire avec les autres. C'est avancer ensemble. Et que notre pays aujourd'hui, il est malade de ne pas avoir d'horizon commun. Même comment on a intégré des gens dans la société française, comment on a intégré des Italiens, des Portugais, des Espagnols, des Algériens. Parce qu'ils ont fait ensemble. Ils ont reconstruit notre pays dans l'après-guerre. Voilà, c'est comme ça, en faisant ensemble. Le travail a unifié les gens. Et aujourd'hui, de ne pas avoir de perspective de faire ensemble, je veux dire, le marché, c'est pas un projet, le marché. La concurrence, c'est pas un projet. D'ailleurs, aujourd'hui, on est en panne de budget, mais on est surtout en panne de projet. Macron qui avait dit, c'est mon projet. Ben, justement, c'est le grand vide de projet aujourd'hui. Et je pense qu'on est malade de là et que rouvrir un horizon commun, de se dire qu'on a des défis à remplir ensemble. Oui, il y a un défi productif. Quand on n'a jamais eu aussi peu d'industrie dans notre pays, qu'on est tombé sous les 10%, on est à l'égal de la Grèce. Quand il y a un défi démographique, quand il y a de moins en moins de personnes en âge de travailler et de plus de personnes âgées dont il faut s'occuper. On a un défi, sans doute un défi pour les Français, un défi pour l'humanité, c'est le défi écologique qui réclame de tout transformer.
transformer notre culture, notre agriculture, notre industrie, notre énergie, nos déplacements, nos logements, et que normalement on devrait être à se retrousser les manches ensemble pour affronter ces défis-là. Et à mon sens, ça pose la question du rapport entre les moyens et les fins. En permanence, et c'est un truc de gauche aussi, dire on n'a pas les moyens, il nous manque de moyens, il nous faut des moyens, ok, mais quelles sont les fins? Et en fin de compte, le travail, même le travail, je parlais du travail, mais la gauche, elle parle du travail en horaire, en salaire. Et il le faut, parce que c'est de ça qu'on vit, il ne faut pas déconner. Mais quel est le sens du travail? Que veut-on produire? Que ne veut-on plus produire? Où veut-on le produire? Comment veut-on le produire? Ces questions, c'est comme si elles étaient désormais interdites dans l'espace politique. Mais la question de l'éducation, à mon sens, l'éducation est malade de ses moyens, mais elle aussi, elle est malade de ses fins. Il y avait une évidence quand, sous la Troisième République, on avait ces hussards noirs, c'est qu'il fallait former des républicains, possiblement des soldats. Il y a eu une évidence ensuite, c'est qu'il fallait élever le niveau des petits paysans pour qu'ils puissent aller bosser à l'usine, puis pour qu'ils deviennent contremaîtres, et enfin, dans l'après-guerre, pour qu'il y ait des ingénieurs, et enfin, l'espérance d'une égalité des chances, dont on sait depuis Bourdieu qu'elle est déçue, et si jamais il n'y a pas une autre fin qui est inventée, eh ben, on a une éducation qui va être malade de ses moyens, mais malade aussi, à mon sens, des finalités qu'elle poursuit. J'en ai une à proposer, mais je vois que tu reproches le micro de tes lèvres, donc je ne vais pas poursuivre. Mais, et voilà, et à mon sens, le politique... La campagne va bientôt commencer, il y aura tout le temps. Le politique doit être celui qui pose pas seulement la question des moyens, mais qui, avant tout, rouvre un horizon et pose la question des finalités. Vous pouvez garder le micro une seconde. On arrive à la fin de cette discussion et on va l'élargir maintenant à l'ensemble de la salle. Juste d'un mot, parce que c'était vraiment chouette ce matin, et puisque vous avez parlé de l'art là, et de l'importance de l'art et des chansons. Oui, Corcuf, c'était formidable. Et décidément, j'ai fait un transfert sur Corcuf. Non, et c'était vraiment intéressant la manière dont il a montré que telle ou telle chanson peut être un peu la bande-son de l'espérance collective ou de l'espérance subjective propre qu'on peut avoir, chacun, chacune, comme ça. Si vous deviez dire en 2 mots, quelle est la chanson qui pour vous... il a cité Ma Môme de Jean Ferrat, enfin des choses très, très actuelles, très contemporaines. D'un mot, si vous deviez dire quelle est la chanson qui pour vous, même si elle n'est pas politique de façon explicite, mais qu'elle rebat un peu les cartes, qu'elle change un peu, ce que Rancière appelle le partage du sensible, c'est-à-dire que tout d'un coup quelque chose se passe qui fait émerger cette brèche du peut-être. Chacun, là, en 2 mots, la chanson qui vous... Bob Dylan. Et laquelle? Times are changing. Ah oui. Et pourquoi? Parce que ça raconte ça, justement. Ça raconte que les choses changent. C'est bien, quoi. Le mouvement, il y a un mouvement dans l'histoire. L'histoire n'est jamais finie. Il y a un mouvement. Est-ce que j'aurais bien aimé répondre aussi à ce que disait Aurélie Filippetti tout à l'heure sur le travail. Je peux alors en vraiment d'un mot, même. en l'articulant à la chanson, ce sera formidable. Non, allez-y. Non, mais juste, j'ai pas voulu reprendre la parole parce que ça aurait été... je voulais surtout pas interrompre, mais pardon, mais moi je pense ce qui désespère aussi précisément les Français du débat politique, c'est cette espèce de simplification constante qui honnêtement n'est pas à la hauteur des enjeux. Vous dites voilà, la droite a jamais rien fait pour les droits des travailleurs et c'est la gauche. Voilà, le monde est tellement simple. Je sais que je suis peut-être la caution dans cette discussion, mais quand même essayons de casser un peu la facilité des pensées trop établies. Il n'y a pas d'un côté la gauche gentille qui veut soutenir le travail, de l'autre côté la droite infâme qui veut les écraser, les travailleurs, qui veut réactionner, revenir vers le sombre passé, tandis que la gauche nous ouvre au mouvement qui nous avance vers l'avenir radieux qui nous attend forcément. Si c'était ça, ce serait vraiment, vous avez cité Peggy, ça me fait penser à cette phrase magnifique de Peggy qui dit « Il y a quelque chose de pire que d'avoir une mauvaise pensée, c'est d'avoir une pensée toute faite ». Je pense que c'est un grand danger pour nous et justement pour la simplification du débat. La vérité, Aurélie Filippetti, c'est que on a certainement une manière très différente de défendre les travailleurs, mais ça ne veut pas dire pour autant que je ne sois pas attaché au travail. La vérité, quand vous dites que la droite n'a jamais rien fait pour les droits des travailleurs, c'est que moi, quand j'étais professeur dans l'enseignement public, vous étiez ministre, la gauche a abrogé la défiscalisation des heures supplémentaires, ce qui a été un désastre pour
ma profession. Moi, j'étais un pauvre prof dans ma salle des profs, et pour beaucoup de mes collègues et pour moi-même, ça a été une catastrophe, la fin de la défiscalisation des heures supplémentaires. Alors, vous pouvez défendre que c'était nécessaire, j'en sais rien, on peut avoir toutes les opinions qu'on veut, c'est possible, mais ne disons pas, ce serait tellement simple, ne disons pas qu'il y a un camp qui ne cesse de défendre le bien et la justice et l'autre qui veut au contraire lutter pour le mal et l'injustice. Ça n'a pas de sens. On a certainement une manière différente de voir les choses, et vous serez sans doute en désaccord avec moi, je crois qu'effectivement, si aujourd'hui on produit plus rien en France, si aujourd'hui on vit cette désindustrialisation qui a causé tant de malheurs dans le pays, si on a perdu tant d'emplois, si on a vu la sève de notre économie s'anémier, c'est peut-être justement que des politiques de gauche ou inspirés par la gauche n'ont cessé de punir le travail et de punir les travailleurs en faisant qu'on a aujourd'hui le système le plus chargé et le plus fiscalisé de tout le CDE. On peut être en désaccord là-dessus, c'est possible. Mais c'est pas parce qu'on a un désaccord qu'il y a d'un côté des saints et de l'autre des salauds. C'est plus compliqué que ça. Non, mais j'ai jamais dit qu'il y avait des saints et des salauds, parce que moi je pose pas les questions en termes moraux. Je dis simplement. Pardon, c'était quand même assez moral tout à l'heure quand vous expliquiez que la gauche soutenait les travailleurs et que la droite en avait. Le karaoké. Non, la question, c'est juste avec Paul Ricoeur qu'il y a des conflits dans la société, c'est normal, et c'est la démocratie que d'apprendre à gérer ces conflits dans des cadres politiques. C'est simplement, ces conflits naissent de quoi ? Que les groupes sociaux n'ont pas les mêmes intérêts dans la société. Et c'est une vision complètement irénique et utopiste dans le mauvais sens du terme de considérer que les salariés d'une entreprise ont les mêmes intérêts que les propriétaires de son entreprise. C'est juste pas vrai. Donc, et c'est une pensée de gauche, mais simplement une pensée politique ou économique de considérer ça. Donc les partis de la droite, dont vous êtes un des représentants, représentent, mais c'est tout à fait légitime, je ne critique pas ça, les intérêts plutôt, pas des salariés. Mais voilà. C'est assez aberrant. Enfin, cette vision du monde est aberrante. Mais bref, on fera un forum sur le travail. Oui, mais non, mais c'est pas la question du travail, c'est la question du sens du débat public et de la vie démocratique. Je ne suis pas là pour défendre les intérêts des patrons. Je suis fonctionnaire de métier, j'ai été professeur d'enseignement public. Je ne me suis pas engagé à droite parce que je défends le patronat contre les ouvriers. Si d'ailleurs la gauche avait défendu les travailleurs avec tant de détermination que ça, ni le pays ni la gauche ne seraient dans l'état où elles sont aujourd'hui. Donc voilà, il faut quand même regarder les choses avec plus de lucidité et plus d'humilité. Mais ce que je veux dire, c'est... Et voilà le soutien de Ruffin. Je n'ai jamais cru à la fin des... Voilà, François a trouvé la chanson grâce à cette discussion. Le François-Xavier Mélanie, les mains d'or. Les mains d'or. Alors, François-Xavier Mélanie, trouvez votre chanson tout seul. Si je devais trouver ma chanson. On a bien entendu ce que vous avez dit, vous l'avez très bien dit. Mais c'était important. Parce que je crois qu'encore une fois, le sens du débat public est justement dans la complexité du réel qui suppose une conversation entre des gens qui se savent raisonnables et animés par le souci du bien commun en étant pourtant en désaccord. Non, je sais pas, une chanson, pour moi un moment qui représente vraiment l'espérance, le pari de l'espérance, c'est quand même la résistance. Et si je devais citer une chanson d'espérance, ce serait le chant des partisans, parce qu'il fallait quand même, pour croire que la France pouvait survivre, pour croire que tout ce à quoi elle avait tenu et qu'il avait fondé pouvait encore l'emporter au milieu de la grande nuit du totalitarisme, il fallait faire le pari de miser sa vie entière sur l'espérance, et c'est ce qu'ont fait ceux qui nous ont précédés, auxquels nous devons notre liberté d'aujourd'hui. Merci. François Ruffin. Je m'insinue brièvement dans le débat Filippetti-Bellamy. Moi, je considère que ça fait 40 ans que la droite mène massivement une politique en faveur du capital, mais que si la gauche avait mené une politique en faveur du travail, on n'en serait pas là aujourd'hui. Mais voilà. La chanson. Comment on rafle la mise. François, t'es bien de gauche quand même. Oui, mais je me sens pas appartenir à la gauche qui a gouverné depuis 83 jusqu'à 2017 du tout. Mais moi, je peux être très critique sur la gauche, et notamment par rapport aux ouvriers, à l'industrie, etc. Il n'empêche que je fais plus confiance à la gauche qu'à la droite pour défendre justement les intérêts des salariés, des ouvriers. Mais ma chanson. Œuvrons à ce que demain nous ayons une gauche simplement de gauche. Je la demande pas radicale. Voilà. Je le demande une gauche de gauche qui soit pas une fausse gauche. Mais justement, là, j'allais dire, on connaît la chanson. Et alors moi, je suis très Brel Brassens Renaud. 81. Je suis très Brel Brassens Renaud, moi. Mais je dirais redonner l'envie de Johnny, parce que c'est ce dont le pays a besoin, c'est l'envie d'avoir envie.
Ou alors l'autre de Johnny, rallumer le feu. Très bien. Merci beaucoup. Bon, bah écoutez, on voulait un moment d'ouverture un peu différent. On l'a eu. Merci à vous trois d'avoir joué le jeu. C'était très intéressant, très, très vivant, très éclairant aussi.